Dans cette vidéo, on va vous présenter le deuxième travaux dirigé de géodynamique interne. L'exercice numéro 1, c'est sur la sismologie. Première question, sachant que la propagation des ondes P et S directes se fait dans la croûte, montrez que la distance épicentrale notée grande D est donnée par l'équation suivante. Grande D, c'est produit des vitesses des ondes P et des ondes S, fois la différence entre l'heure d'arrivée, le temps d'arrivée de l'onde P et le temps d'arrivée de l'onde S, sur la différence entre les deux vitesses. On parle ici des ondes P et S directes, qui se propagent dans la croûte. Si on parle d'ondes directes, ça veut dire qu'il y a d'autres types d'ondes, des ondes réfractaires, réfléchies, etc. Mais on s'intéresse aux ondes directes qui vont directement du foyer du séisme à la station d'enregistrement, à la station sismologique. Et on voit que ces ondes se propagent dans la croûte, donc dans un même milieu, donc la vitesse sera la même, elle sera constante. Donc on peut écrire que la vitesse, c'est la distance sur le temps. On vous demande de retrouver l'équation qui donne la distance épicentrale. Donc TP et TS étant les temps d'arrivée des ondes P et S, soit T0, l'heure à laquelle a eu lieu le séisme. Si par exemple on a enregistré l'heure d'arrivée de l'onde P à 10h02, que le séisme a eu lieu à 10h, donc la différence, le temps de parcours, c'est 2 minutes. Donc pour l'onde P, le temps de parcours, c'est le temps d'arrivée de l'onde P moins l'heure à laquelle a eu lieu le séisme, donc TP moins T0, c'est la distance sur la vitesse de l'onde P. La même chose pour l'onde S, le temps de parcours est TS moins T0. Donc le temps d'arrivée de l'onde S moins le temps origine. L'heure à laquelle on a enregistré l'onde S et l'heure à laquelle a eu lieu le tremblement de terre. Sa différence, ce temps de parcours, c'est la vitesse sur la distance sur la vitesse de l'onde S. On a deux équations 1 et 2. Si on fait la différence 2 moins 1, on arrive à TS moins T0 moins TP plus T0, qui est égal à la distance épicentrale sur VS moins grand D sur VP. Comme vous remarquez, vous avez moins T0 plus T0, ils vont s'éliminer. On obtient TS moins TP qui est égal à grand D VP moins VS sur VS fois VP. On peut facilement ressortir grand D de cette équation. Deuxième question. On a un exemple de séisme qui a été enregistré en France dans les stations suivantes, MOF, THEF, BBS et OG5. Ces quatre stations elles sont représentées par ces rangs en rouge. Donc 4 stations ont enregistré un tremblement de terre, on ne sait pas où il se trouve exactement. On a étudié les sismogrammes de chaque station et on a déterminé la différence TS, l'heure d'arrivée de l'onde S, moins l'heure d'arrivée de l'onde P. Et cela, on l'a fait pour les 4 stations. Pour la station MOF, par exemple, c'est 13 secondes, etc. pour les 4 stations. On vous donne aussi la vitesse VP de l'onde S, qui est 6,2 km par seconde, et la vitesse de l'onde S, qui est 3,6 km par seconde. VS, il est plus lente. Une vitesse plus faible que la vitesse de l'onde P. L'onde P, elle arrive en premier parce qu'il y a une vitesse plus grande.
On vous demande de déterminer l'épaisseur de séisme par la méthode des cercles. La méthode des cercles, on l'appelle aussi la méthode des trois cercles, ça nécessite trois stations sismologiques au niveau desquelles on a enregistré les séismes. On a donc des sismogrammes, on détermine les distances épicentrales pour chaque station. Pour la station numéro 1, la distance épicentrale D1, ça veut dire que le séisme se trouve à une distance D1 de la station. Mais on ne sait pas dans quelle direction, donc il doit se trouver sur un cercle de rayon D1. La même chose pour la station S2. Le séisme doit se trouver sur un cercle de rayon D2. La même chose pour la station S3. Le séisme doit se trouver sur un cercle de rayon D3. Donc ce séisme, il est à la fois sur le cercle 1, 2 et 3. Donc il doit être à l'intersection des trois cercles. Donc voilà la localisation de l'épicentre. Donc on va faire l'application sur l'exercice, sur les données de l'exercice. Là on a 4 stations. Donc on utilise l'équation qui donne la distance épicentrale en fonction des temps d'arrivée et des vitesses. Et on calcule les distances épicentrales pour chaque station. Donc c'est une simple application numérique. On trouve la première distance épicentrale pour la station Amoref, c'est 111,6 km. Ça veut dire que le séisme se trouve à 111,6 km de la station. La même chose pour les trois autres stations. Distance 124,13, troisième station 122,76 km. La dernière station, la distance épicentrale 170,83 km. Deuxième étape, on va tracer à l'échelle de la carte 4 cercles ayant pour centre chaque station et pour rayon sa distance épicentrale. Donc on va utiliser l'échelle de la carte qui est 1 cm correspond à 75,5 km. Et on obtient les distances en centimètres pour chaque station. Donc voilà les rayons des 4 cercles qu'on va dessiner. La représentation des 4 cercles et leur intersection donne la localisation de l'épaisseur. Troisième question. Un séisme d'une amplitude de 200 mm a été enregistré dans une station éloignée de 100 km de l'épicentre. On vous donne f de delta égale à 3. On vous demande de calculer la magnitude de ce séisme ainsi que l'énergie libérée en joules. On utilise la relation de la magnitude qui est logarithme de l'amplitude plus f de delta. Si on remplace l'amplitude A par 200 et f de delta par 3, on arrive à une magnitude de 5,3. Pour l'énergie c'est log de EJ en joules, c'est 4,8 plus 1,5 fois la magnitude. Donc on remplace la magnitude par sa valeur et on obtient log de l'énergie égale à 12,75. Ça veut dire E égale à 10-12 à la puissance 75 joules. Si vous voulez, c'est quelque chose comme 10 à la puissance 12 fois 10 à la puissance 0,75 joules. L'énergie finalement, c'est 5,6 10 à la puissance 12 joules. L'exercice numéro 2, on vous demande de définir ce qu'on appelle une anomalie gravimétrique. Une anomalie gravimétrique, c'est la différence entre la valeur de G mesurée puis corrigée de certains facteurs, qu'on va noter Gm, et la valeur de G calculée théoriquement avec des formules, qui est notée Gt.
et cela en un point donné. Delta G, l'anomalie, la variation, qu'on note delta G, c'est la valeur donc mesurée et corrigée moins la valeur théorique. On a trois situations possibles. Soit un delta G positif, ça veut dire que G0, ça veut dire que G mesuré et corrigé est supérieur à G théorique. On parle d'anomalie positive. Soit G mesuré est inférieur à G théorique, on aura donc un delta G négatif, on parle d'anomalie négative. Ou bien, les deux valeurs sont égales, delta G égale à 0, donc pas d'anomalie, ou bien anomalie nulle. Deuxième question, quelle est la signification des différentes anomalies gravimétriques vis-à-vis de la répartition des masses à l'intérieur de la Terre? Les variations de G, les anomalies gravimétriques, traduisent des hétérogénéités dans la répartition des masses au sein du globe terrestre. Donc, elles traduisent les hétérogénéités dans la répartition des masses au sein du globe terrestre. Par ce schéma, on essaie de vous expliquer la signification des anomalies positives et des anomalies négatives et des anomalies nulles. Une anomalie positive, ça veut dire que la pesanteur est plus forte que ce que prévoit le modèle, donc ça attire plus que prévu. Il y a donc un excès de masse à la verticale. Donc, sous une anomalie positive, on a un excès de masse, quelque chose qui est plus dense que ce qui est autour, quelque chose qui est plus lourd, plus dense. Donc, on parle d'excès de masse. Pour une anomalie négative, c'est l'inverse. On a un corps qui est moins dense, qui est plus léger. Il y a un déficit de masse. Donc ça attire moins que prévu par le modèle, par la théorie. Donc il y a donc un déficit de masse à la verticale d'une anomalie négative. Évidemment, vous avez compris, pour que si l'anomalie est nulle, le modèle théorique conforme aux observations, il y a équilibre, il n'y a pas d'hétérogénéité de masse. Donc anomalie positive, à sa verticale en profondeur, on a quelque chose qui est plus dense. Anomalie négative, à sa verticale en profondeur, on a quelque chose qui est moins dense, qui est léger. Moins dense et plus dense, c'est par rapport à ce qu'il y a autour, par rapport à l'encaissant. Quels sont les phénomènes qui permettent le réajustement de ces anomalies gravimétriques? Ce sont les phénomènes d'isostasie. C'est des mouvements verticaux, soit un soulèvement, une zone qui monte, et de subsidence, un affaissement. Ces mouvements d'isostasie, soulèvement et subsidence tendent perpétuellement, c'est-à-dire on continue de réajuster la répartition des masses au sein de la Terre, et donc de réétablir l'équilibre gravimétrique, c'est-à-dire passer de l'anomalie positive ou négative vers une anomalie nulle. Cet exemple classique explique ces phénomènes d'isostasie de mouvements verticaux. Au niveau d'une zone, on va supposer la présence d'une calotte glaciaire. Donc il faut exercer une pression sur la lithosphère, donc il y a une surcharge, et masse en plus, donc on aura un affaissement. Donc voilà la lithosphère qui va s'affaisser et pour atteindre son équilibre. Supposons qu'à un certain moment de l'histoire, il y a un réchauffement et la calotte glaciaire
se fond et disparaît rapidement. Donc il n'y a plus d'équilibre. Et pour atteindre l'équilibre, il faut avoir un mouvement, des mouvements verticaux, il faut avoir un soulèvement de la zone. Mais cela se fait très lentement au cours de l'histoire géologique. Exercice numéro 3, qui vous dit l'hypothèse d'Airy considère que la croûte de masse volumique ρC et d'épaisseur variable flotte sur un milieu de masse volumique ρm, avec ρm supérieur à ρC, et l'épaisseur moyenne de cette croûte est grand H. Première question, indiquez sur un schéma les déformations de la surface de séparation des deux milieux lorsqu'on se trouve à la surface d'une notion de profondeur PE et de masse volumique ρE, puis à la surface d'une montagne de hauteur petit h. Je vous rappelle que les deux hypothèses classiques d'Airy et de Pratt essayent d'expliquer la compensation du relief en profondeur. À la surface de la Terre, on a des montagnes, des océans, etc. On a une variation de relief. Comment est compensée cette variation de relief en profondeur? Pour Airy, la compensation du relief en profondeur se fait par une variation de l'épaisseur de la croûte. Comme le montre ce schéma-là, donc sous une montagne, on va voir une épaisseur qui est grande, un épaississement de la croûte, on aura ce qu'on appelle une racine. Sous la montagne, sous l'océan, on va avoir un amincissement de la croûte et une remontée de la limite entre la croûte et le manteau, et on aura ce qu'on appelle une antiracine. Donc une racine sous la montagne et une antiracine, un soulèvement sous l'océan. Donc voilà le schéma demandé d'une façon schématique. Une croûte normale avec une épaisseur grand H qui devient plus épaisse au niveau de la montagne à une hauteur en surface H qui est récompensée par une racine en profondeur. On a ajouté une masse, une hauteur petit h avec de la matière légère. Pour récompenser cet ajout de masse, on va retrancher de la matière lourde qui a une masse volumique ρC du montant, ρm plutôt du montant. Donc on va remplacer du matériel lourd par du matériel léger de masse volumique ρC. Inversement, sous l'océan, pour avoir l'équilibre, on a ici remplacé du matériel de masse volumique ρC par de l'eau qui est plus léger. Donc pour récompenser cela, on va en profondeur remplacer du matériel léger ρC par du matériel lourd ρm. On part d'une surface de compensation, ça veut dire sur cette surface qui se trouve à une centaine de kilomètres, en chaque point, on a une pression exercée par une colonne de matériel. Je vous rappelle que pour une colonne de masse volumique ρ et de hauteur h, la pression exercée sur une surface à la base, c'est P égale ρ GH. Si on a une colonne formée d'une partie avec ρ1, une hauteur h1 et une partie d'une hauteur h2 avec ρ2, la pression, c'est la somme des deux pressions. Là, c'est la somme de la pression de la colonne 1 plus la portion 1 de la colonne, plus la pression de la colonne 2 de masse volumique ρ2.
Donc la pression totale sur la surface à la base, c'est P ρ1 GH1 plus ρ2 GH2. On va essayer d'écrire les pressions au niveau de 4 points, au niveau de 3 points A, B, C. A sous une croûte normale, B sous une croûte épaissie, sous la montagne, et C sous l'océan, sous une croûte amincie. On va prendre au niveau de chaque point une colonne. Pour cette première colonne au niveau du point A, il est constitué de deux parties. Une partie qui a une épaisseur grand H et une masse volumique ρ C, plus une partie qui a une hauteur grand L et une masse volumique ρ M. Donc la pression au niveau du point A, ça va être la somme de la pression de la partie de hauteur H et la pression de la portion de hauteur grand L. Donc PA c'est grand H ρ C fois G plus grand L ρ M fois G. La même chose, même raisonnement pour le point B. On a une portion qui a cette hauteur-là, petit h plus grand H plus petit r, qui a une masse volumique ρ C, plus une partie d'une hauteur grand L moins petit r, avec une masse volumique ρ M. Donc la pression au niveau du point B, c'est grand H plus petit r fois ρ C fois G, plus L moins R, cette hauteur-là, fois ρ M fois G. Finalement, au niveau du point C, on a trois parties cette fois-ci. Une première partie, c'est composé de l'eau, avec une profondeur PE, et une masse volumique ρE, suivie d'une partie avec ρ C, suivie d'une partie avec ρ M. Donc la pression au niveau du point C, c'est PE fois ρE fois G plus H moins PE moins R' fois ρ C fois G plus L plus R' fois ρ M fois petit g. Deuxième question, on vous demande de démontrer les expressions qui permettent de calculer le taux de ces déformations. Ça veut dire des déformations du mot sous la montagne et sous l'océan. Ça veut dire qu'on vous demande de trouver la relation R en fonction, la racine en fonction de l'altitude H. Ça veut dire si on a une hauteur H en surface, quelle serait la racine en profondeur. Au niveau de l'océan, si on a une profondeur PE de l'océan, quelle serait l'antiracine R'? On vous donne les valeurs numériques des masses volumiques pour l'eau, pour la croûte et pour le manteau. À l'équilibre isostatique, la pression est la même en tout point sur la surface de compensation. Sur la surface de compensation, en tout point, si on a l'équilibre, en tout point, la pression est la même. Donc on peut écrire l'égalité des pressions, PA égale à PB égale à PC. Si on écrit PA égale à PB, ça donne, facilement vous pouvez retrouver que la racine petit r égale H fois ρ C sur ρ M moins ρ C, et en remplaçant chaque paramètre par sa valeur, on arrive à la racine égale 4,45 fois H. Donc si on a une hauteur H égale à 100 mètres, on a une racine en profondeur de 445 mètres. Donc la racine est plus de 4 fois supérieure à la hauteur.
La même chose, on peut écrire que PA égale à PC, ce qui donne R', l'antiracine, PE, ρC moins ρE, sur ρM moins ρC. L'application numérique donne R', 2,76 fois PE. Donc R' est égal à 2,78 fois PE. Donc la profondeur, si on a une profondeur de 1 km, une profondeur de l'océan de 1 km, l'antiracine sera égale à 2 km 78. Troisième question, calculer l'épaisseur E de la croûte au niveau de la montagne. On vous donne H, une croûte normale de 30 km, et la hauteur de la montagne de 5,5 km. Je reprends le schéma de tout à l'heure. Donc l'épaisseur demandée, c'est celle-là. Donc l'épaisseur E de la croûte sur la montagne, c'est grand E, c'est grand H plus petit h plus petit r. Grand H, c'est donné, c'est 30 km. Petit h, c'est donné aussi, c'est 5,5 km. Et pour la racine, on sait c'est la racine est égale à 4,45 fois h. Ça veut dire 4,45 fois 5,5 et on arrive à E égale 60 km. 60 km, c'est le double d'une croûte normale. Une croûte normale, c'est 30 km. Au niveau de la montagne, on peut avoir le double de l'épaisseur de la croûte, 60 km. Quatrième question, en admettant une compensation isostatique, que devient la valeur de cette épaisseur si l'érosion diminue l'altitude de cette montagne de 200 mètres? Compensation isostatique, ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on érode la montagne, la racine monte. Il y a équilibre isostatique. Ça veut dire qu'on doit respecter toujours la relation R égale 4,45 fois H pour chaque cas. Donc plus la hauteur diminue, plus la racine diminue aussi. Parce qu'on a une compensation isostatique. Donc la relation R égale 4,45 doit être respectée pour chaque cas, pour chaque stade. Donc après l'érosion, la nouvelle hauteur est H2, c'est une hauteur plus petite. Donc on a érodé, on a éliminé 200 mètres de l'altitude H. Et pour rétablir l'équilibre, on a une petite hauteur, donc on va avoir une petite racine. La racine devient R2. Donc à l'équilibre, on a la relation entre la racine et la hauteur. R2 c'est 4,45 fois H2. H2 c'est H moins 200 mètres. Donc c'est égal à 5,3 km. Donc la nouvelle épaisseur E2 c'est grand H, l'épaisseur de la croûte normale, plus H2, la hauteur de la montagne après érosion, plus la racine R2, la racine après érosion aussi. L'épaisseur E2, en remplaçant chaque paramètre par sa valeur, donc E2 égale à 30 km plus 5,3 km plus 4,45 fois H qui est 5,3. Donc R2 c'est 4,45 fois H2. Ça donne une épaisseur de 58,89 km. Cinquième question, calculer l'épaisseur de la croûte sous un océan de 6 km de profondeur. Donc même raisonnement comme tout à l'heure, voilà l'épaisseur demandée. E0 c'est grand H moins PE, la profondeur de l'eau, moins l'antiracine R'. On sait qu'après équilibre isostatique, que R' c'est 2,78 fois PE, donc c'est 6 fois 2,78, c'est 16,68 km.
Donc l'épaisseur de l'océan, l'épaisseur sous l'océan, l'épaisseur de la croûte sous l'océan, c'est 30, hein, c'est à grand H 30 km, moins 6 km, c'est l'épaisseur de PE, moins 16,68 km, et ça donne une épaisseur de 7,32 km. Donc voilà une épaisseur d'une croûte amincie, de l'ordre de 7 km. Une épaisseur, une croûte épaissie, on a vu, ça peut atteindre au niveau de la montagne 60 km. Sixième question et dernière question. On vous demande de déduire et d'expliquer les anomalies gravimétriques rencontrées dans les environnements suivants: au-dessus d'une chaîne de montagnes, au-dessus d'un océan et au-dessus d'une surface pénéplaine de faible altitude. C'est une croûte normale. Je reprends le schéma de tout à l'heure. Au niveau d'une croûte normale, hein, d'une surface pénéplaine, il n'y a pas de variation d'altitude. Il y a une croûte d'épaisseur moyenne, il y a équilibre et donc anomalie nulle. Par contre, au-dessous d'une montagne, il y a une racine constituée de matière légère, ce qui induit un déficit de masse en profondeur, ça attire moins, et donc une anomalie négative, d'état G inférieur à 0. Au-dessous d'un océan, il y a une antiracine. Plus de matière, il y a de matière lourde, avec un ρm, ce qui induit un excès de masse, quelque chose de lourd. Ça attire plus, et donc une anomalie positive. Voilà pour cette série d'exercices.